Dominique, c'est à vous. Ah, c'est à moi. Bien. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis titulaire d'un doctorat en médecine. J'ai fait pendant 18 ans de la médecine générale à orientation acupuncture et homéopathie. Et avant d'être psychothérapeute et avant de créer un centre de bien-être en Vendée, qui s'appelle le Centre de bien-être La Chrysalide, qui a été transmis à un couple, et c'est devenu le Centre de bien-être du Jaunet, un couple tout à fait pertinent, performant, j'ai envie de dire, qui reprend l'activité du centre tout en ramenant ses propres capacités, ce qui me permet de me libérer pour continuer de transmettre ces 40 ans d'expérience dans le domaine d'une approche globale de la santé. Euh, c'est, je vous raconterai un petit peu l'histoire qui nous a permis de mettre en place tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui pour vous montrer que la démarche, c'est une démarche scientifique. La chromobiologie, c'est quoi? Comme tu l'as dit, Dominique, c'est la science des couleurs au service du vivant. En fait, tout ce qui existe de vivant sur notre planète est issu de la lumière. La lumière est donc des couleurs, hein. Et la chromobiologie a, pour moi, deux aspects, un aspect thérapeutique et un aspect philosophique. L'aspect thérapeutique, c'est à lui-même deux volets. Un premier, c'est que la chromobiologie permet de se connaître grâce à la symbolique des couleurs. Et le deuxième aspect thérapeutique, c'est que par leur énergie, les couleurs permettent de se soigner ou de se faire soigner avec beaucoup de précision et beaucoup d'efficacité. Pour moi, c'est aujourd'hui certainement l'un des outils thérapeutiques les plus puissants et en même temps les plus simples à manipuler. Et le volet philosophique, les techniques thérapeutiques que j'ai développées au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire ont nourri ma réflexion philosophique sur qu'est-ce que c'est que l'être humain, et en même temps, cette réflexion philosophique a nourri de son côté les approches thérapeutiques. Je vous résume cette philosophie en quelques mots assez denses, mais que je vais expliquer au cours de cette conférence. Nous sommes une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. J'expliciterai tout ça au fur et à mesure. Ceci, c'est une réflexion philosophique qui va à l'encontre du transhumanisme qu'aujourd'hui on essaye de nous imposer dans tous les médias officiels. Le transhumanisme, c'est quoi? Alors, j'ai commencé à découvrir ça en médecine. Quand j'ai commencé médecine, je pensais faire travailler sur un être humain et je me suis aperçu qu'on travaillait non pas sur un être humain, mais sur une machine, et même pire que ça, sur un ensemble de pièces détachées. C'est pour ça que quand je me suis installé comme médecin, j'ai commencé des recherches dans d'autres domaines parce que je me sentais très, très insatisfait. Donc, le transhumanisme, c'est issu d'ailleurs de la philosophie dans le boudoir de Sade, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire que l'être humain, c'est finalement une machine qui est appelée à mourir, à disparaître, et donc, il faut en tirer le maximum de plaisir de ce passage sur cette vie, chacun pour soi, et plaisir au maximum. Ça aboutit à un égoïsme assez forcené, le plus fort l'emportant toujours. Et nous sommes une évolution de la matière à la Darwin, y compris la conscience. Tous les membres peuvent être remplacés jusqu'à atteindre une certaine immortalité, en tout cas pour les plus riches. Même la conscience peut être remplacée par l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est l'hypothèse du transhumanisme. Ils ont simplement oublié une chose, ce qui crée un profond malaise chez la plupart des gens qui nous entourent, c'est qu'en fait, le cœur dans l'être humain est au centre. Et tout ce qui concerne le cœur, en tout cas dans cette dimension symbolique, c'est-à-dire l'amour, est complètement occulté dans les discours officiels. Et donc ça, comme c'est l'essence même de l'humanité, forcément, ça crée un malaise profond, même si les gens ne réalisent pas pourquoi c'est comme ça. Einstein lui-même écrivait à sa fille à la fin de sa vie que dans sa formule magique E égale à mc2, l'essence même de l'univers, l'énergie, c'est l'amour. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas faire l'unité, c'est ce qu'il disait, entre le relativiste enfin, en tout cas dans toute la physique quantique, le quantique et le relativiste. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais en tout cas, la philosophie que je défends, c'est que nous sommes une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Et ça, j'y reviendrai. Pour moi, c'est essentiel. Maintenant, je vais reprendre mon histoire. En fait,
j'ai fait médecine pour faire de l'anthropologie. J'étais au séminaire, ce qui m'intéressait, c'était la dimension spirituelle de l'être humain, qui n'est pas à confondre avec la religion, mais en tout cas, au séminaire, je voulais comprendre. Moi, tout ce qui est dogmatique, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai besoin de comprendre. Et je pensais effectivement qu'en médecine, on s'occupait d'un être humain. J'étais un petit peu déçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, j'ai commencé ma recherche. Et quand on cherche, d'ailleurs, de ma génération, il y a beaucoup de médecins qui ont cherché et qui ont trouvé des choses vraiment intéressantes. Quand on cherche, on rencontre les gens qui vont nous permettre d'avancer sur cette route. Et la première curiosité qui m'a fait m'inscrire en école d'acupuncture dès les études de médecine, c'est une aventure qui s'est passée dans ma famille. On n'était pas du tout dans le milieu médical, mais alors absolument pas. On était plutôt issus du monde paysan. Et mon père, qui était sourd, avait aussi des problèmes de dos. Il est allé se faire soigner par un acupuncteur. Il est revenu, il entendait. Moi, ça m'a posé des questions. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'assez étrange derrière ça. Et ma mère souffrait à ce moment-là d'un fibrome saignant. Elle s'est fait soigner par un acupuncteur et son fibrome a arrêté de saigner. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça, il y a quelque chose sûrement à aller voir parce que ça semble très efficace. Et du coup, ça a été cette première étape qui m'a introduit sur l'énergie, puisque finalement, l'acupuncture, ça travaille sur les énergies, le qi, comme ils appellent en Chine, et ça travaille sur les méridiens d'acupuncture, sur les méridiens. Pour moi, ça a été la première découverte. Et comme en acupuncture, on fait aussi de l'auriculothérapie, puisque les Chinois travaillent avec les aiguilles dans l'oreille, j'ai été amené à rencontrer un élève du docteur Nogier, qui travaillait sur l'oreille aussi beaucoup, et qui nous a fait faire une découverte étonnante au cours d'un congrès au Royal Hotel à Évian. Imaginez la scène, donc un restaurant super luxe. Ce médecin, il fait débarrasser une table au dîner, il fait allonger un de nos confrères, parce qu'on était tous des médecins, sur la table, et puis il dit, je vais vous montrer quelque chose. Il demande à 4 médecins de prendre le pouls de la personne qui était allongée, donc 2 aux pieds, 2 aux mains. Lui-même prenait le pouls sur le cou. Et puis il dit à ceux qui sont autour, prenez votre propre pouls, par exemple ici. Et vous allez sentir, quand je vais passer la cuillère en argent sur le corps de ce monsieur, au moment où je vais passer sur des zones qui sont perturbées, où il y a une souffrance, vous allez percevoir une modification instantanée du pouls. L'impression qu'il rebondit, qu'il s'effondre ou qu'il se déplace de façon instantanée. Il passe sa cuillère et on entend 3, 4, 5 personnes qui disent « Ah oui, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là ». Ou quand il passait sur le cœur et quand il passait sur le genou. Le médecin qui était allongé, qui savait ce qu'il avait, a changé un peu de couleur et dit « Mais effectivement, j'ai un problème de cœur et j'ai un problème de genou ». Pour moi, j'en suis resté assis par terre parce que j'étais quand même très rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une interférence possible, parce que la cuillère ne touchait pas le corps, entre quelque chose autour du corps, quelque chose de l'ordre du vibratoire, la cuillère et les organes en profondeur, et en lien avec les gens qui étaient autour, y compris à distance. Pour moi, c'était un changement dans ma façon d'approcher la vie qui a été, enfin, c'était une étape vraiment importante. À quelques temps de là, je rencontrais une jeune femme qui s'appelle Véronique. Je ne sais plus son nom de famille parce elle a été tellement embêtée par ses capacités qu'elle a arrêté elle a changé de pays. C'est une femme qui voyait les structures vibratoires, donc l'aura, comme chacun d'entre nous, nous nous voyons. Donc, elle a pu nous décrire ce que nous faisions quand on travaillait sur ces énergies. Entre deux, j'avais fait un stage avec le fameux médecin Dr Audry qui nous avait montré à prendre le pouls, qui nous avait montré à sentir un petit peu les énergies, à tester des produits et tout ça, mais de façon qui ne paraissait pas très cohérente, pas très structurée. Et par chance, en rencontrant cette fameuse Véronique, elle nous a décrit ce qu'on faisait. Et ce qu'elle nous a décrit, je vais vous le montrer là sur une image. Bon, c'est une image très schématique, hein. C'est une image, voilà. Vous voyez, vous avez un petit bonhomme en couleur. Elle nous a décrit qu'effectivement, l'être humain était comme un arc-en-ciel, c'est-à-dire tout un dégradé de couleurs, en allant de l'écarlate vers le violet, avec le magenta qui entoure, enfin, qui fait le lien entre toutes les couleurs, et puis 3 bulles concentriques, vous voyez les traits noirs, une sorte de bulles, l'une dans l'autre, qu'elle appelle les enveloppes énergétiques. Et elle nous a montré que ces enveloppes énergétiques ont des caractéristiques très particulières.
D'abord, elle nous a confirmé que n'importe qui pouvait sentir ces enveloppes énergétiques. Alors, on peut les sentir avec la main, on peut les sentir avec le pouls. Quand on traverse une enveloppe avec le pouls, en prenant le pouls, si on traverse rapidement, le pouls rebondit, se modifie instantanément. Donc, elle nous a, donc ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut vérifier. Il y aura d'ailleurs un atelier le week-end du 17. Là, on Fermez entend vos quelque micros, chose. s'il vous plaît. Il y aura un atelier le 17 et 18 février là, que Dominique organise, sur lequel je veux découvrir tout ça, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe sur mon écran. Donc, ces enveloppes énergétiques que n'importe qui peut apprendre à sentir, puisqu'un enfant, à partir du moment où il comprend ce qu'on lui demande, il est capable de sentir ces choses-là. Eh bien, ces enveloppes énergétiques ont des propriétés particulières. Elles sont conscientes, intelligentes et sensibles. Elles sont capables d'appréhender la réalité immédiatement sans passer par l'analyse ni la verbalisation. Je m'explique. Si vous présentez un produit à l'enveloppe, si le produit est bon pour la personne, l'enveloppe s'élargit en regard de l'endroit où on présente le produit. Si le produit n'est pas bon pour la personne, l'enveloppe se rétrécit à l'endroit où on présente le produit. Et elle s'élargit et se rétrécit, d'autant plus que l'impact du produit sur la personne est important. Un produit qui est très bon pour la personne va élargir beaucoup son enveloppe. Un produit qui n'est pas bon du tout va le rétrécir beaucoup. Donc ça va nous permettre, par exemple, de tester des aliments, de tester des médicaments, voire d'étudier l'harmonie entre deux personnes, puisque deux personnes qui s'entendent bien élargissent leurs enveloppes, leurs trois enveloppes. La première correspondant au physique, la deuxième au psycho-émotionnel, la troisième au mental. Deux personnes qui ne s'entendent pas bien du tout vont rétrécir leurs enveloppes. Et puis, on a tous les cas de figure intermédiaires. Puis enfin, la quatrième application de ces propriétés, c'est l'évaluation de la qualité vibratoire d'un lieu sur une personne. Si vous êtes dans un lieu énergétiquement favorable, vos enveloppes s'élargissent. Si vous êtes dans un lieu énergétiquement défavorable pour vous, vos enveloppes se rétrécissent. Et ça permet aussi de vérifier, quand vous avez fait une correction par un géobiologue, s'il a bien fait son travail. Et alors, je dis que c'est bien que c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer, puisqu'on n'a même pas besoin d'avoir le produit pour avoir la perception. Il suffit de le penser. Si on pense l'impact d'un produit sur une personne, son enveloppe va s'élargir s'il est bon, elle va se rétrécir s'il n'est pas bon. Et vous voyez que ça nous simplifie beaucoup la vie, d'autant que l'expérience d'Audrey a montré qu'on pouvait percevoir ça à distance, et donc on va même pouvoir faire des tests sur ces enveloppes à distance. Donc, je passe sur ces détails-là, mais ça me permet de vous montrer que quand je parle que nous sommes une parcelle de la conscience qui prend corps, eh bien, les enveloppes énergétiques, c'est effectivement une forme de conscience. Alors, je reviens sur ma phrase initiale. Nous sommes une parcelle hologrammique, ça j'y reviendrai plus tard, de la conscience qui prend corps. En fait, imaginez qu'on ait, avant de venir sur cette planète, une conscience pure, dans une méditation, dans l'amour infini de l'univers, pour l'éternité. Mais l'éternité, c'est long quand même. Et donc, à un moment donné, cette parcelle de conscience, elle se dit, j'irais bien expérimenter quand même des choses un peu dans du concret. Et la voisine, elle lui dit, mais tu sais, il y a aux confins de l'univers, il y a une petite planète bleue sur laquelle on peut vivre des expériences dans la matière. Mais, je te préviens, la matière, c'est du dense, c'est même quelquefois du très lourd. Donc, comme tu es très dans le subtil, très conscience pure, il va falloir que tu vives une transformation. Et cette transformation, elle va se faire par ce que j'appelle le toboggan des couleurs. C'est-à-dire qu'elle va passer par une structure vibratoire, ce que les Indiens appellent l'aura, et par notamment les trois enveloppes. Et avec la première enveloppe, le premier toboggan, le premier étage du toboggan qui est bleu, on va se structurer une première enveloppe bleue, à partir de laquelle va se densifier, grâce à la lumière et aux couleurs, des organes qui vont permettre d'intégrer toutes nos expériences sur cette terre et en même temps de rester reliés à la source de laquelle nous sommes issus. Et puis au deuxième étage du toboggan, la conscience va se densifier en passant par la deuxième enveloppe, qui est verte et qui est reliée au cœur. À partir de cette enveloppe va se densifier un organe, ou plutôt vont se densifier des organes qui vont permettre de rentrer en relation. Et le
l'organe central pour ça, c'est le cœur. Et enfin, troisième étage du toboggan des couleurs, il va nous faire atterrir dans la matière physique. On va se densifier à partir de cette troisième ou première enveloppe, ça dépend comment on le prend. On va finaliser les limites de notre corps. C'est la couleur rouge. Rouge, vert, bleu, trois enveloppes, trois couleurs fondamentales, lumière. Nous sommes construits sur la lumière. Et voilà l'un des fondements de la chromothérapie. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que la lumière ait un tel impact sur le corps humain? On peut l'expliquer de cette façon-là en disant que c'est David Bohm qui disait que le corps physique peut être considéré comme de la lumière condensée, et moi j'ajoute à partir du corps vibratoire. Mais quand vous allez voir, ça c'est aussi du Einstein, avec tout ce qui a été développé derrière lui, quand vous descendez dans l'infiniment petit, notre corps physique est constitué d'un certain nombre de cellules avec des molécules, avec des atomes, et dans l'infiniment petit, ces atomes ne sont que des vibrations. C'est même beaucoup plus que ça, puisque si vous prenez la base de la matière qui est l'atome d'hydrogène, l'hydrogène c'est un atome avec un noyau et un électron qui tourne autour, si vous ramenez cet atome d'hydrogène à notre échelle, vous auriez une orange, la taille d'une orange pour le noyau, et une bille qui tourne à 300 mètres de là. Et entre deux, rien. Et en plus de ça, la bille en question ne devient bille que quand on l'attrape. Sinon, elle est simplement une potentialité de bille. Et selon ceux qui l'attrapent, quelque chose de l'ordre de la conscience qui l'attrape, elle va devenir une bille rouge, vert, bleu, un carré, un triangle, enfin, peu importe. Ça va dépendre de... Elle est sous forme de potentialité de bille, il faut que quelque chose la fasse devenir dans l'ordre de la matière. Eh bien, tout notre corps est construit comme ceci. Et la lumière, c'est quoi? Eh bien, la lumière, c'est à la fois des grains de matière et des vibrations. Et on ne sait pas très bien ce que c'est. Imaginez, pour essayer de comprendre comment on peut rester perplexe devant ça, imaginez que vous projetez un cylindre sur deux murs à 90 degrés. Vous mettez deux murs et vous projetez un cylindre sur ces deux murs en même temps. Si vous regardez l'un des murs, vous allez voir un rectangle. Si vous regardez l'autre mur, vous allez voir un cercle. Donc, vous pouvez vous dire, c'est quoi ce qui est projeté? C'est un cercle ou un rectangle? Eh bien, ça n'est ni l'un ni l'autre et c'est à la fois les deux à la fois. Eh bien, la lumière, c'est la même chose. C'est à la fois des grains de matière et des vibrations. Donc, en fait, la lumière est construite exactement comme nous, en moins dense. Et ça permet de comprendre qu'il y a un impact sur les deux. Alors, maintenant, je reviens sur le fait que notre corps, comme disait David Bohm, est de la matière condensée à partir du corps vibratoire. La lumière est donc une nourriture pour le corps vibratoire. C'est le corps vibratoire qui va générer et gérer le corps physique grâce à l'énergie de la lumière et des couleurs. Et ça va être un des premiers éléments de la chromothérapie, c'est que chaque partie du corps correspond donc à une couleur, chaque organe correspond à une couleur, je vous remontre ça. Chaque organe correspond à une couleur, chaque organe remplit une fonction dans le corps qui répond à un besoin. Et donc, la symbolique des couleurs, la symbolique des organes et les besoins fondamentaux sont équivalents. Et on peut imaginer, on peut considérer les couleurs comme une nourriture pour le corps vibratoire. Et donc, comme toute nourriture physique, quand on est bien centré, qu'on n'est pas bourré de sucre ou de hamburger ou de Coca-Cola, eh bien, en général, une nourriture que l'on aime bien correspond à un besoin et nous fait du bien. Une nourriture qu'on n'aime pas, c'est qu'elle n'est pas pour nous, voire qu'elle est toxique. Et bien, pour les couleurs, c'est pareil. Une couleur que l'on aime bien correspond à un besoin et nous fait du bien. Une couleur que l'on n'aime pas correspond à un trop-plein, une blessure ou un blocage. Et ça, on le voit, on peut faire l'expérience. Voilà. Si je vous montre ces couleurs-là, je pense que vous les voyez relativement bien. Observez et puis regardez quelle couleur vous préférez ou quelle couleur vous n'aimez pas. Et puis je vais vous donner les commentaires.
Si vous n'aimez pas le jaune, par exemple, probablement, le jaune, ça correspond aux organes des intestins. Les intestins, c'est je trie, je garde, je jette. C'est probablement que vous avez du mal à trier dans votre vie et à hiérarchiser les choses, à les prioriser. Pollution de l'air et des polluants présents sur le toit, elle n'est pas potable. Alors, à l'intérieur de la maison, Qu'est-ce il y qui a se passe là? des filtres, dont des filtres à charbon actif, aussi Là, je ne utilisés. comprends pas ce qui se passe, mais il y a un discours qui se fait en même temps que moi. Ça y est, c'est passé. Bon, si vous aimez bien si vous n'aimez pas le jaune, c'est probablement que vous avez du mal à faire du ménage dans votre vie. Si l'un ou l'autre veut donner un exemple, je peux donner le commentaire. Par exemple, si vous aimez le orange, ça veut dire que vous avez besoin de vous faire plaisir, vous éclater un peu dans la vie. Si vous ne l'aimez pas, c'est que vous êtes un peu trop sérieux, vous avez du mal à vous faire plaisir. Si vous aimez bien le rouge, c'est les énergies maternelles, ça veut dire que vous avez besoin d'être dorloté, vous avez besoin d'énergie pour vous occuper des autres. Si vous n'aimez pas le rouge, c'est que vous en avez un peu marre de trop vous occuper des autres ou qu'on s'occupe trop de vous. Voilà. Et ça, c'est quasi mathématique, en fait. La symbolique des couleurs lumière, elle est liée à la symbolique des organes et elle est universelle. Alors, si vous prenez dans la littérature, vous allez vous apercevoir qu'on trouve tout et son contraire dans la symbolique des couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est construit sur la lumière, mais sur les couleurs lumière, le rouge, le vert et le bleu. Mais quand on est dans la matière, on va se retrouver dans les couleurs matière, c'est-à-dire le cyan, le magenta et le jaune. Je vous montre ça. Ça vous donne un autre petit éclairage sur les couleurs. Là, c'est les deux triangles entrecroisés qui montrent les couleurs lumière et les couleurs matière. Les couleurs lumière, c'est rouge, vert, bleu. Quand vous êtes en projection, quand vous êtes au cinéma ou sur votre ordinateur, par exemple, les couleurs sont faites avec du rouge, du vert et du bleu. Comme notre corps. Notre corps est construit sur le rouge, le vert et le bleu. Et donc, tous les êtres humains sont construits sur la même chose. Par contre, s'il y a des peintres parmi vous, vous allez nous dire, mais les trois couleurs fondamentales en peinture, c'est le cyan, le magenta et le jaune. C'est exact, mais on est dans les couleurs matière. La différence, c'est assez fondamental, parce que avec les couleurs lumière, si vous les mélangez tout ensemble, vous avez toujours du blanc. Imaginez que je prenne une boîte hermétique, opaque, en bois ou en métal. Dessus, je mets un couvercle en couleur. Par exemple, un couvercle qui serait comme ceci. Hein. Je le mets comme couvercle et on va envoyer de la lumière blanche à l'intérieur de cette boîte. Si je suis dans la boîte, les couleurs qui passent, on appelle ça des couleurs lumière ou des couleurs additives. Avec le rouge, le vert et le bleu, je fais toutes les couleurs. Quand on reprend le dessin là, si je mets du rouge et du bleu, j'ai du magenta, du bleu et du vert, j'ai du cyan et du rouge, j'ai du jaune. Et je peux avoir toutes les couleurs intermédiaires selon la densité de couleurs que je fais. Je pourrais donc toujours retrouver une couleur. On passera par le blanc éventuellement, mais je pourrais toujours retrouver une couleur. Par contre, si je reviens à ma boîte, la lumière, la couleur de cet objet, c'est la couleur de la matière. D'habitude, hein, parce que j'ai peur. La matière renvoie la couleur qu'elle n'absorbe pas. On parle de couleur matière ou de couleur soustractive. Et là, les trois couleurs fondamentales matière, c'est le cyan, le magenta et le jaune. C'est les couleurs. Entre Facebook et TikTok quand même. Non, Mettez- TikTok bof. YouTube, Facebook, Insta. Ok, donc on est plus entre YouTube et Facebook. Instagram qui vient en troisième et puis par Mais qui c'est recommandation. qui Ah, cause comme ça, là? C'est vraiment très désagréable. Qui a Hein. recommandé de venir ce soir et qui a été le petit malin ou la petite maline qui a eu cette bonne idée de vous envoyer ici. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter quand même Mais assez non, rapidement parce que Dominique fait quelque chose parce que ça va pas, là. Bon, je reprends. Les trois couleurs fondamentales matière, vous mettez du magenta et du jaune, vous avez du rouge. Vous mettez du magenta et du cyan, vous avez du bleu foncé. Vous mettez du vert, vous mettez du cyan et du jaune, vous avez du vert. Curieusement, deux couleurs fondamentales lumière donnent une couleur fondamentale matière. Deux couleurs fondamentales matière donnent une couleur fondamentale lumière.
Et là, l'hexagramme, qu'on appelle aussi sceau de Salomon, représente l'être humain dans sa dimension matière et lumière. Le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et c'est une figure géométrique qui a une énergie très intéressante. Notamment quand on veut apprendre à sentir les enveloppes, on peut s'entraîner sur cette image. Et en même temps, elle permet d'harmoniser un lieu, de dynamiser des aliments, etc. C'est une figure géométrique vraiment très intéressante. Bon. Je reviens sur la différence entre la symbolique couleur et la symbolique matière. Hein, la symbolique lumière et la symbolique matière. On est tous avec un potentiel qui est le blanc de toutes les couleurs lumière dans lesquelles on est constitué. Et dès qu'on met un pas dans la matière, on va vivre la symbolique des couleurs matière. La symbolique des couleurs matière, elle est culturelle, individuellement ou collectivement. Par exemple, au Moyen Âge, le vert était une couleur maudite. Pourquoi? Parce que les teintures vertes étaient toxiques. Et si vous mettiez un manteau ou une robe verte, que vous vous baladiez dehors et qu'il pleuvait, vous pouvez perdre la couleur et vous empoisonner, voire en mourir. En plus, la couleur verte fait partie du drapeau des musulmans, ils n'étaient pas très copains avec les chrétiens. Mais le côté aléatoire de cette peinture a donné lieu maintenant aux tables de jeu. C'est-à-dire que c'est le hasard qui permet de gagner ou de perdre. Donc ça donne ça. On est dans une symbolique de couleur matière. Le violet, par exemple, au Moyen-Âge, c'était une couleur réservée aux papes et aux évêques. Et celui qui portait du violet, à ce moment-là, était passible de la peine de mort. Ça, c'est à titre collectif. Le vert, aujourd'hui, ça symbolise à la fois la pharmacie et l'écologie. Bon, on peut se poser des questions sur ça, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Bien. Mais sur le plan personnel, c'est pareil. Imaginez que vous êtes une charmante petite fille que son père aime beaucoup, et son père, il travaille avec une voiture orange. Il rentre tous les soirs, lui fait plein de câlins, il adore sa fille. Et la fille, du coup, va associer le orange à la tendresse de son père. Alors que normalement, le orange, en symbolique lumière, c'est plutôt le plaisir, le jeu, la fête, l'enthousiasme, etc. Maintenant, si son père, il rentre bourré tous les soirs, qui lui la frappe tous les soirs, eh bien, la fillette, elle va associer le orange à la violence de son père. Et là, dans l'assemblée des couleurs matière, vous pouvez trouver tout et son contraire, puisque c'est culturel. C'est ce qui explique que quand vous lisez des livres sur la symbolique des couleurs, il y a autant de variétés. Mais quand on tient compte de ce que l'on aime comme couleur, de ce que l'on n'aime pas, le plus souvent, on est dans la symbolique des couleurs lumière. Elle est liée, ce que l'on aime ou ce qu'on n'aime pas est lié aux besoins correspondant aux organes, qui souffrent ou qui ne souffrent pas, mais en tout cas aux besoins correspondant aux organes. Et donc ça a donné naissance à des tests, comme celui que je viens de vous montrer sur la planche, mais un test plus complet par ordinateur, sur lequel on a mélangé les 12 couleurs principales de l'hexagramme multipliées par 8, mélangées dans tous les sens, et la personne qui fait son test va en sélectionner la moitié, elle va éliminer celle qu'elle aime le moins. Et l'ordinateur va faire un calcul qui va permettre de faire des cycles de couleurs qui vont être appliqués pendant des séances qui peuvent durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est une façon de faire des traitements. Alors, ça, c'est la partie la plus sophistiquée, mais qui s'appuie sur quelque chose d'extrêmement simple, c'est qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas. Maintenant, une autre façon de procéder, que je vous montrerai au cours de l'atelier, et je pense que la plupart d'entre ceux qui participeront sont capables déjà de réaliser ça, de sentir les enveloppes et de trouver des couleurs qui sont adaptées à la personne. Hein. Eh bien, il y a une façon encore plus précise de faire, c'est d'utiliser les propriétés des enveloppes. Puisque les enveloppes sont une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer, faisons-le avec les couleurs. Et il suffit d'avoir une gamme de couleurs. Là, on a par exemple ces filtres-là. Il y a 12 couleurs, comme ça, les 12 couleurs principales. Ils sont translucides. Eh bien, on peut les étaler sur une table. Et puis, soit avec la perception au bout du doigt, soit avec la prise du pouls, qu'on apprend aussi à faire en stage, on peut se connecter sur la personne que l'on veut soigner et puis choisir, comme si on lui demandait quelle couleur tu veux que je t'envoie.
Et donc, on teste avec la sensation au pouls et la sensation à la main sur les 12 couleurs. Et puis, on peut regarder à quel endroit tu veux que je te l'envoie, par exemple, en partant de cette planche-là. Hein. Et puis, sur quelle enveloppe. Si on approche ce filtre de couleur à l'endroit qu'on a trouvé, qu'on a proposé, qu'on a senti, si la couleur est bonne pour cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer? L'enveloppe va s'élargir en regard de l'endroit où on a représenté le filtre. Ce faisant, ça crée une sorte de tube dans laquelle la couleur va passer. Et si je fais un mouvement à ce moment-là un petit peu spiralé, je vais sentir dans ma main comme si je tournais une cuillère dans une pâte à crêpes. Et plus la pâte à crêpes est dense, plus ça veut dire que la couleur, elle passe. Et puis à un moment donné, je vais avoir l'impression d'être dans de l'air. Là, ça veut dire que cette couleur-là, à cet endroit-là, a fini de passer. Et si je veux vérifier, je remesure l'enveloppe à cet endroit-là, je représente la couleur, et si la couleur n'est plus utile à cet endroit-là, l'enveloppe ne s'élargira plus. Et je peux choisir une autre couleur. Ceci, ça nous permet d'être extrêmement précis dans le choix de la couleur, l'endroit d'exposition, la durée d'exposition, le choix des couleurs, de toutes les couleurs qui sont utiles, dans un système patient-thérapeute. Puisque, encore une fois, c'est comme si on demandait à la personne quelle couleur tu veux que je te passe, à quel endroit, dans quelle enveloppe, en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis et du chemin que l'on peut parcourir ensemble. On est donc dans une précision très importante dans un système qui permet d'accompagner les gens dans la globalité. Parce que ce système-là permet de travailler sur les 3 enveloppes, en fait. Et donc sur le physique, le psycho-émotionnel et le mental. Et on s'aperçoit que non seulement ça fait un équilibrage énergétique, ça peut améliorer des problèmes physiques, par exemple même une entorse, une diarrhée, enfin des choses très très physiques. Ça peut réveiller des émotions, faire ressortir des émotions, et du coup renvoyer les gens à des événements qu'ils ont mal vécus. Et ça va être le rôle du thérapeute que d'aider ces gens-là à faire un chemin de transformation. C'est-à-dire en quoi ce que j'ai vécu qui m'a fait souffrir et qui a pu m'entraîner des problèmes physiques me permet aujourd'hui d'être plus créateur d'amour pour moi et pour les autres. Puisque ma philosophie, c'est de dire, nous sommes là pour expérimenter l'amour dans la matière. Donc tout ce que nous vivons doit être au service de ça. Et donc ça, sur les salons, par exemple, quand un enfant semble intéressé par la couleur et qu'il tripote un petit peu les filtres, on lui montre, on lui dit, bah tiens, tu vois, tu prends ce filtre-là et puis tu vas chercher l'enveloppe de ta maman, puis tu vas chercher une couleur pour ta maman. Un enfant de 7 ans, s'il a compris, il lui faut 5 minutes pour comprendre. C'est plus difficile pour un universitaire. C'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est d'une simplicité enfantine, c'est le cas de le dire. Il faut pas croire que c'est pas possible, en fait. Il ne faut pas y mettre de blocage psychologique. Et alors, grâce à Jean-Michel Weiss, on a simplifié un petit peu les choses, parce que plutôt que d'avoir les 12 couleurs, et travailler avec les 12 couleurs, on va travailler avec des figures géométriques sur lesquelles il y a toutes les couleurs. Vous voyez celui-là, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a celui-là, il y a un filtre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et par exemple, là, c'est un arc-en-ciel. Et là, plutôt que de chercher quelle couleur on va utiliser, on va simplement chercher à quel endroit, sur quelle enveloppe. Et on va avoir le même processus. À l'endroit qu'on a senti, on va percevoir cet élargissement de l'enveloppe. Ça va créer ce tube. Tout se passe comme si l'enveloppe énergétique allait chercher la couleur dont elle a besoin, dont la personne a besoin, harmonisée par toutes les autres. Et ça va être le même processus. C'est-à-dire que tant qu'on va sentir cette densité dans la main, un petit peu comme du coton, comme la cuillère dans la pâte à crêpes, c'est que la couleur va rentrer. Puis à un moment donné, on sera dans de l'air, ça sera fini pour cet endroit-là. On pourra chercher un autre endroit. Alors, je vais vous donner quand même un exemple, l'un des plus caractéristiques peut-être de ce que j'ai traversé. Je la raconte beaucoup celle-là parce qu'elle m'a beaucoup marqué, pour vous montrer que ça peut être extrêmement puissant. C'est en revenant de chez Lise Bourbeau, Dominique, ça t'intéresse encore plus puisque tu connais bien Lise, tu as organisé des stages pour elle. Eh bien, on avait formé son équipe à la chromothérapie. Et puis en revenant dans l'avion, il y a
un monsieur qui fait un malaise. Mon épouse, elle revient de s'asseoir du fond de l'avion, elle me dit, tu sais, il y a un monsieur qui ne va pas bien, j'ai prévenu l'hôtesse de l'air que tu étais médecin. Bon, on vient effectivement me chercher pour me dire, vous savez, il y a un monsieur qui n'est pas bien, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Effectivement, je tombe sur un monsieur qui devait faire 70 ans à peu près, qui était pivoine et qui parlait plus, et qui se paralysait d'un côté. Ça ne sentait pas très très bon. Je pense attention parce qu'il y avait quand même une trousse d'urgence. La tension, il était à 32,15 de tension. Alors là, je demande si on ne pourrait pas trouver un médicament pour la tension. Il y avait une boîte de médicaments pour la tension dans la valise, dans la trousse d'urgence, mais elle était vide. Alors, je dis, on pourrait peut-être faire un appel au micro parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des médicaments pour la tension. Ça m'a été refusé. Et donc, bah, tout en tremblant des jambes, je ne me suis pas dégonflé. J'ai pris dans ma pochette de carte bancaire un modulor. On appelle ça un modulor. C'est Jean-Michel qui a donné le nom. Et puis, je l'ai traité exactement comme je vous dis. Et là, j'ai senti en dessous du nombril, à 70 centimètres, une zone qui était extrêmement dense. C'était plus de la pâte à crêpes, c'était carrément de la purée. Et donc, j'ai fait ce que je vous ai expliqué là. Ça a été. Imaginez la scène quand même, hein, dans un avion, 300 personnes, des petites lumières, Super Baudin qui fait des chabalabala au milieu de l'avion. Enfin, c'était fou, quoi, cette histoire-là. Eh bien, au bout d'un quart d'heure, ce monsieur, il commence à m'engueuler. Il me dit, ouais, moi, je suis un scientifique, un vrai, j'ai mis au point les appareils de mesure de, de sang de chez Kodak. Comment est-ce que vous voulez que je croie ce que vous faites? C'est vrai que c'était dantesque. Il y avait à peine de la lumière derrière le filtre. Mais je lui dis, vous parlez? Il dit, si vous parlez, ça veut dire quand même que ça va mieux. De toute façon, si ça ne marche pas, vous ne serez pas là pour en causer. Mais si ça marche, ben, vous croirez que c'est une coïncidence. Enfin, j'en sais rien. On a eu un petit échange comme ça. Sa tension est descendue à 15 de tension. Il a tout récupéré pendant la fin du voyage et il est parti. Je n'ai même pas appelé l'ambulance. Et j'ai appris après par un chef de service de cardiologie qu'une poussée de tension à plus de 30, c'est une artère rénale qui se bouche et les médicaments ne marchent pas. Et a posteriori, j'ai réalisé qu'effectivement, à un moment donné, donc au bout d'un quart d'heure, j'ai senti une espèce de truc qui sautait, sensation dans la main, comme quelque chose qui sautait. Et je pense qu'effectivement, ça a dû déboucher une artère rénale. Pour moi, c'était une des expériences les plus fortes. Mais depuis, il y en a eu quand même des quantités. Même Dominique, tu as des anecdotes à raconter, puisque toi-même, tu as utilisé ça. Je me souviens d'une anecdote que tu nous citais, où tu avais une extinction de voix un matin, alors que le soir, tu avais une conférence. Tu as utilisé un modulor au soleil dans ta gorge, et puis le soir, tu pouvais parler normalement. J'ai bien retenu cette expérience. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Et, et après, il y en a plein. Moi, je me fais une entorse, je traite ça. Une angine, on traite comme ça. Enfin, c'est vraiment c'est mieux qu'un médicament parce qu'en fait, ça travaille sur les ressources des gens. Ça leur nourrit le corps vibratoire qui génère et qui gère le corps physique. Donc, tout est possible. Alors, après, on est allé encore plus loin dans la technique. Et ça va intéresser Thierry Delory puisque c'est un partenaire qui participe à la création de ces produits. On a mis au point des lampes qui permettent de faire des cycles de couleurs qui sont encore plus puissantes. On n'a pas forcément besoin de ces lampes pour démarrer, mais après, on peut aller un petit peu plus loin que ça. Je vous donnerai des exemples. Et ces lampes, en fait, on va faire des cycles de couleurs. C'est encore une idée de Jean-Michel Weiss. Jean-Michel Weiss, il disait, il faut faire des cycles de couleurs, il faut monter en fréquence et jusqu'à plus de 10 000 couleurs par seconde. Ensuite, j'ai rencontré un chromothérapeute en Angleterre qui m'a dit, moi, j'utilise la proportion du nombre d'or entre les couleurs que je projette. Il faisait un quart d'heure, puis 1,6 fois plus, puis 1,6 fois moins, peu importe. En tout cas, il utilisait la proportion du nombre d'or entre les couleurs. J'ai mis ça tout ensemble, monter en fréquence, respecter le nombre d'or et faire des cycles de couleurs. Jean-Michel Weiss, il disait aussi qu'il faut faire des cycles de couleurs. Et donc, par exemple, si on veut envoyer du rouge, on va faire du rouge alterné avec sa complémentaire qui est le cyan, et on va envoyer du rouge alterné avec toutes les couleurs de l'hexagramme. On va respecter le nombre d'or entre les couleurs. Le nombre d'or est tiré de la suite de Fibonacci. Ça, c'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques, mais en tout cas, ça permet d'avoir des cycles de couleurs qui sont encore plus puissants qu'une couleur en continu. Et du coup, on s'est dit, mais on peut aussi faire du blanc comme ça. Il y a un vrai problème avec les lumières, c'est que les lumières blanches aujourd'hui, avec les LED ou avec les lampes, les fluos, il y a très souvent dans les bandes passantes de ces lampes, il y a très souvent une raie bleue du mercure, une raie bleue qui est toxique pour l'œil,
pour les cellules qui voient le bleu dans l'œil et qui sont ce sont les cellules les plus fragiles. Et donc, les éclairs aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Alors, j'ai eu l'idée de dire, on va faire des lumières blanches, on va faire des traitements en lumière blanche, mais lumière blanche faite avec toutes les couleurs, qui tournent à toute vitesse en respectant le nombre d'ans entre les couleurs. Et ça donne des lampes que n'importe qui peut utiliser. Alors, comme les cycles de couleurs de chaque couleur sont vraiment très, très efficaces, on les réserve à des gens qui font des formations. Mais on a fait aussi des cycles de couleurs plus doux que les gens peuvent utiliser juste en jouant sur le goût qu'ils ont des couleurs. On leur donne une planche, puis ils peuvent choisir un cycle de couleurs le plus proche de ce qu'ils préfèrent. Et donc, du coup, on a mis à disposition des gens à la fois de la lumière blanche, qui n'est pas encore très puissante, mais au moins qui permet quand même de lire, mais en tout cas de se recharger, et puis des cycles de couleurs thérapeutiques à la maison. D'ailleurs, je vous montre un des outils qu'on utilise. Voilà. Ça, c'est une lampe. C'est une lampe avec laquelle on peut faire toutes les couleurs, chacune des couleurs de l'hexagramme, c'est-à-dire 12 couleurs, plus du blanc. Si je vous mets du blanc, là, en fait, on voit que du blanc, mais en fait, c'est toutes les couleurs qui défilent à toute vitesse, avec la proportion du nombre d'or. Là, c'est comme si on faisait des perfusions de particules d'énergie colorée en parfaite harmonie avec le corps vibratoire. Et là, j'ai vu des choses vraiment exceptionnelles. Alors, des choses exceptionnelles, c'est du style, je me souviens d'il y a quelques années, c'était peut-être les plus frappants, 2 personnes qui venaient me voir en cure, chacune 35 kilos, métastases partout, d'un cancer bien avancé. Une, elle ne se rendait pas compte qu'elle ne tenait pas debout, et l'autre, elle venait pour que j'aide à mourir tranquillement, pas en piquant une seringue, mais pour que j'aide à mourir. Et toutes les deux, après quelques jours chez nous, elles sont parties avec une lampe de ce genre-là, et surprise, alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est difficile à savoir, 3 mois après, elles avaient toutes les deux retrouvé leur poids normal. Et on a une, je pense qu'elle est encore vivante, ça fait plus de 10 ans. Euh, elle témoignait de temps en temps dans les conférences. Et puis l'autre, donc la première, celle-là, quand elle en a parlé au cancérologue, il a dit, vous êtes la deuxième miraculée du service. Ça pose aussi des questions. Quant à l'autre, 5 ans après, elle a récidivé parce qu'elle n'a pas réglé son problème de fond. Elle a mis à jour ce problème de fond, mais elle n'a pas pu le régler dans sa tête. Et ça, de toute façon, on n'a jamais guéri les gens. C'est-à-dire que c'est toujours dans un cheminement. Tant que les personnes n'ont pas transformé leur merde en compost, ça, à propos des irrigations coloniques qu'on fait aussi dans nos cures, tant qu'on n'a pas transformé les expériences en expériences d'être humain, c'est-à-dire qu'en expérience d'amour, eh bien, on ne peut pas vraiment guérir. Et qu'est-ce que ça veut dire transformer une expérience en expérience d'amour? Ça veut dire, la question à se poser, c'est en quoi ce que j'ai vécu me permet à moi et aux autres d'aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de moi-même, des autres et de la planète. Voilà, ça, c'est tout à fait essentiel. Et ça va être vrai pour toutes les techniques thérapeutiques qui sont dans une approche globale, qui jouent sur les ressources des personnes et pas sur des médicaments qui remplacent quelque chose. Ça, c'est vraiment une autre façon de procéder. J'ai fait un grand tour sur les couleurs. Je pense. Ah oui, si. Encore une anecdote. Celle-là, elle était très éclairante sur comment ça fonctionne. On ne fait pas de diagnostic. On ne traite pas des maladies. On traite des personnes. On leur donne les moyens de se guérir de pratiquement n'importe quoi dans un cheminement. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une aventure en 4 épisodes. Le premier épisode, c'est sur un salon à Lille. Je faisais quelques démonstrations. Une dame passe, me dit, « Oh, j'ai une rage de dents, est-ce que vous pouvez me guérir ?» Et en tout cas, je peux toujours vous soulager, vous soigner. Et donc, j'ai utilisé cet appareil-là, hein, qui est quand même puissant. Quelques minutes, la rage de dents s'en va. La dame va se balader sur le salon. Elle revient 3 heures après. Elle me dit, écoutez, j'ai plus mal à ma dent. C'était le premier épisode. Le deuxième épisode, l'année d'après, elle m'amène son mari. Elle me dit, écoutez, moi, ma dent, j'ai plus entendu parler. Je vous amène mon mari parce qu'il a mal à l'épaule depuis des mois et il ne s'en sort pas. Malgré les médicaments, malgré tout ça, il ne s'en sort pas. Est-ce que vous pouvez le guérir? Elle dit, écoutez, je peux toujours le soigner. On n'a jamais guéri personne. Je le traite avec le même outil. Je ne me suis pas occupé de son épaule. Quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe. Même démarche. 5 minutes, il était par terre. Malaise vagal profond. Là, j'ai un petit peu eu peur. Mais comme
on est dans une sorte de dialogue avec une forme de conscience de la personne, une conscience, oui, une forme de conscience. Normalement, on ne devrait pas faire de dégâts. Et je n'avais pas d'expérience de dégâts. On peut avoir des expériences de réaction un peu vives, mais pas de choses dangereuses, puisque on demande à la personne qu'est-ce que tu veux que je te fasse en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis, du chemin qu'on peut faire ensemble. Donc, j'ai continué de le traiter. Effectivement, je pense qu'un quart d'heure après, il était debout. Il est rentré chez lui. Il est revenu le lendemain sur le même salon. Il m'a dit, j'ai passé une nuit épouvantable, épouvantable, sur les toilettes. Diarrhée, 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 diarrhée. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est que je prenais des médicaments pour le cœur. Alors, je suis acupuncteur de formation. Le méridien du gros intestin passe sur l'épaule. Je me suis dit, là, il s'est passé quelque chose. La diarrhée, c'est pour éliminer. Hein. Il me dit qu'il prend des médicaments pour le cœur. Donc, tout se passe comme si la conscience de ces enveloppes a dit, je vais profiter de l'occasion pour faire du ménage. Donc, elle a dû prendre les couleurs qu'il avait besoin pour faire ce ménage. Et la diarrhée a duré toute la nuit. Il m'a dit, ce matin, j'ai la nuit sans chou-fleur. Mais j'ai plus mal à l'épaule. Hein. Donc, ça a dégagé l'épaule. Hein, et puis, ça l'a désempoisonné. C'était le deuxième épisode. L'année d'après, la femme revient sur le salon. Elle me dit, c'est vraiment extraordinaire. Mon mari que vous avez vu un quart d'heure, il n'a plus de problème de cœur, il n'a plus de médicaments pour le cœur, il n'a plus mal à l'épaule. Effectivement, j'ai vu un quart d'heure. L'année d'après, elle revient une dernière fois, un peu tristounette. Elle me dit, mon mari, il est parti avec une autre. Vous voyez le processus. Je n'ai pas traité l'épaule. J'ai juste traité la personne. Sa conscience a utilisé ce que je lui ai fait pour faire du ménage. Ça lui a permis de faire remonter des émotions et de prendre une décision de quitter sa femme. Parce qu'en réfléchissant avec elle, c'était bien pour tout le monde. Ce n'était pas facile à dire, mais c'était quand même bien pour tout le monde. Simplement, un quart d'heure avec précision. Alors, moi, je pense que dans ces cas-là, on est un peu aidé par là-haut. Parce que c'est quand même, ça a un côté assez magique, quoi, assez extraordinaire. C'est aussi magique que l'histoire dans l'avion. Enfin, voilà, quelques exemples pour vous montrer comment ça se passe. C'est tout à fait important de réaliser qu'on n'a pas besoin de faire des longues études, c'est d'ailleurs quelquefois plus difficile quand on a fait trop longues études. C'est du moment qu'on a cet état d'esprit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis, du chemin qu'on peut faire ensemble, on peut avoir des résultats tout à fait étonnants. Et d'ailleurs, les gens qui participent aux ateliers ou aux formations, tiens, à propos, il y a une formation le week-end prochain, bon, c'est court, en Vendée, là, au centre de bien-être, c'est moi qui l'anime, ça sera sûrement l'une des dernières, ça c'est pour information. Mais sinon, je rappelle qu'il y a l'atelier le 17 et 18 février avec Dominique Carès, et ça, il vous dira où c'est. Hein. Eh bien, je ne sais plus où j'en étais du coup. Ça y est, j'ai un trou dans ma tête. Oui, c'est ça. Je redis bien, on ne fait pas de diagnostic. Et du coup, il y a pas de danger avec cette approche-là, puisque c'est comme si on demandait à la personne ce qu'elle veut qu'on lui fasse. À partir du moment où on a cette attitude-là, non pas je vais te guérir, mais je fais ce que je sens nécessaire de te faire, le pire qui puisse arriver, c'est rien. Et en fait, les jeunes stagiaires, c'est ça que j'étais en train de dire, les jeunes stagiaires, souvent, ils ont les cadeaux de l'univers pour réussir des choses qu'ils n'attendaient pas forcément. Par exemple, vous proposez à quelqu'un qui a mal à la tête de lui faire un petit équilibrage couleur, en disant bah, peut-être ça va t'aider, vous avez des chances, de fortes chances que le mal de tête s'en aille. Voilà. Je pense que j'ai fait un tour assez exhaustif sur la couleur, mais dans ma phrase de départ, je vous avais dit, nous sommes une parcelle hologrammique de la conscience universelle, qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Ça veut dire quoi hologrammique? Alors, l'holographie, c'est une technique photographique avec laquelle on prend en photo un objet. C'est une technique qui utilise du laser, c'est-à-dire une lumière cohérente, une lumière qui a une faible bande passante. Je ne donne pas la technique, c'est assez complexe, mais quand on utilise le laser avec cette technique-là pour prendre en photo un objet, quand on développe le cliché, on n'obtient pas une image de l'objet, on obtient des stries d'interférence lumineuse. Et si on projette le cliché dans les conditions de la prise de vue, on va retrouver une image de l'objet en relief. Et si on prend un morceau du cliché, quelle que soit sa taille et quel que soit l'endroit où on le prend, que l'on projette dans les conditions de la prise de vue, on va toujours obtenir une image
de la totalité de l'objet. On va juste perdre en relief si on diminue la taille du morceau. On va changer de point de vue en fonction de l'endroit où on prend le morceau. Imaginez que on prenne une assemblée dans une conférence avec cette technique-là. Si on développe le cliché, on ne verra personne. On ne verra que des stries dans tous les sens. Si on projette le cliché, on va retrouver tous les personnages, les chaises et tout ça. On pourra même traverser la salle et aller voir ce qui se passe derrière. Et si on prend un morceau du cliché qui serait pris, par exemple, sur l'œil d'un personnage ou sur le visage d'un personnage, on aura toujours une vision de l'ensemble de l'objet, mais vue de ce personnage. On ne pourra pas faire le tour. Et si on prend juste l'œil du personnage, et on projette ce morceau-là, c'est une image parce qu'on ne voit pas l'œil. Bon, on aura toujours la totalité de l'objet, mais d'un point de vue. Ça, c'est le fonctionnement hologrammique. Eh bien, le corps fonctionne comme un hologramme. C'est-à-dire que chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. Ça donne l'auriculothérapie, l'iridologie, les massages des mains, les massages des pieds, la coiffure énergétique, la dentisterie énergétique, l'acupuncture aussi, puisque c'est l'ensemble de la peau. Et alors, on a mis au point une technique qui s'appelle l'holopsonie, qui permet de valider ce fonctionnement hologrammique du corps humain. Si on fait un test d'écoute à chacun d'entre vous, qui est censé entendre bien, on va toujours trouver des pics d'hypersensibilité à certaines fréquences et des creux d'hyposensibilité à d'autres fréquences. Et ces pics et ces creux correspondent à une partie du corps dans son expression physique ou symbolique. Par exemple, si vous avez un problème d'estomac, le problème de l'estomac peut être lié à la relation à la mère comme mère nourricière, à une angoisse de manquer de l'essentiel, par exemple. Eh bien, si on fait un test d'écoute, c'est-à-dire qu'on regarde le seuil de votre audition, on va s'apercevoir qu'il y a un pic ou un creux d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité sur le 2000 Hz. Si vous avez un problème d'ovaire ou de prostate, on va s'apercevoir qu'il y a un pic d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité sur le 1000 Hz. Si vous avez un problème de gorge, ça sera au niveau de 4000 Hz, qui est la fréquence de la gorge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit bonhomme que nous sommes, ou la petite bonne femme, est représenté dans l'oreille interne. Chaque partie du corps est dans l'oreille interne. Donc, chaque fréquence sonore correspond à un organe. Donc, ça valide le fait que dans l'oreille interne, on a l'ensemble du corps. Du coup, ça valide que c'est possible aussi que ce soit pour l'oreille externe, que ce soit pour les pieds, pour les mains, pour l'œil, pour les cheveux, etc. Ça, c'est la notion d'hologramme. Appliqué au corps humain, vous avez chaque organe, comme je viens de vous les signifier. Mais ça veut dire aussi que chaque cellule du corps, chaque molécule du corps, ça on le voit très bien avec l'ADN, qui contient toute l'information de l'ensemble du corps. Mais si on descend, si on extrapole, chaque atome de chaque cellule et chaque électron de chaque atome. Et je vous ai dit que dans l'infiniment petit, tout était vibration et vide, en fait. Il y a 99,99% de vide. Le reste, ce sont des vibrations. Et ces vibrations deviennent une réalité matérielle quand quelque chose de l'ordre de la conscience le met en évidence. Ça veut dire que toute notre réalité est hologrammique à nous-mêmes. Ça, c'est la notion d'effet de corps miroir, notamment développée par Martin Brofman. Bon, ça donne à penser. Mais ce n'est pas ça qui va illustrer trop ma phrase de départ. C'est qu'en fait, si on remonte l'hologramme dans l'atome, la cellule, la molécule, la cellule, l'organe, eh bien, il est tout à fait possible de penser que le cerveau est une sorte de filtre hologrammique, un objectif photographique, qui nous relie à une dimension de l'autre côté du cerveau, dont nous sommes un hologramme. Imaginez que le cerveau soit ce filtre hologrammique qui fasse venir dans une réalité physique un hologramme, c'est-à-dire une image de ce qui est de l'autre côté du cerveau. Et quand je dis que nous sommes une parcelle hologrammique de la conscience universelle, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que chacun d'entre nous
sommes un point de vue sur l'univers et nous avons la responsabilité de ce que nous faisons de ce point de vue. Autrement dit, nous avons la responsabilité de notre façon de créer de l'amour sur la Terre. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base de l'humanisme. Je vois que l'heure tourne, on a presque fini, mais je pense que j'arrive au bout. Je pense qu'on va pouvoir laisser la... Donc, je vous redis cette phrase clé quand même, qui pour moi est essentielle. Nous sommes une parcelle hologrammique qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Nous prenons corps en nous densifiant par les enveloppes énergétiques qui utilisent la lumière et les couleurs pour créer un corps physique qui est une densification de la lumière, ce que disait David Bohm. Et nous avons la responsabilité de vivre ces expériences, c'est-à-dire de vivre ce qu'on appelle nous la traversée des couleurs, de vivre toute la symbolique de nos organes, et ça je peux vous la résumer. Nous allons être amenés à vivre l'écarlate, c'est-à-dire avoir des racines quelque part. Nous allons être amenés à vivre le rouge. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin d'une mère pour nous accompagner, qui nous donne ses croyances afin qu'on puisse nous-mêmes retrouver nos propres croyances, qui va nous permettre de nous éclater, de découvrir le monde en s'amusant avec le orange. On a besoin de jouer, de faire la fête, de rire, de chanter, de faire l'amour. Avec le jaune, on va expérimenter ce que c'est que de trier, de hiérarchiser les choses, de choisir dans les croyances, dans les événements, dans les situations, dans l'aliment. Avec le citron, on va transformer ce qu'on garde du jaune pour en faire quelque chose de bien pour nous et pour les autres. C'est aussi la symbolique du travail. Avec le vert, on va expérimenter la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de soi-même. On va expérimenter l'amour dans toutes ses dimensions. L'amour amitié, l'amour amoureux, l'amour inconditionnel. Et puis avec le turquoise, on va expérimenter, ça c'est thymus thyroïde, la communication. Comment je mets la bonne distance entre moi et les autres pour communiquer tout en préservant mon intégrité. D'ailleurs, un petit mot en passant quand même sur le système immunitaire, parce que thymus thyroïde, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire est d'abord un système de communication avant d'être un système de défense. Nos cellules, ce qui constitue notre corps, c'est la même structure que les virus et les bactéries. Les virus et les bactéries ont la capacité de s'échanger des informations à toute vitesse à travers toute la planète. Et notre système immunitaire est capable d'aller chercher ces informations au moment où il en a besoin pour maintenir son intégrité et continuer son évolution. C'est une autre façon de penser les virus et les bactéries qui correspond aux travaux de Béchamp, un contemporain de Pasteur. Nous sommes en relation amicale, synchronique avec les virus et les bactéries. Ce qui pose des tas de questions sur l'utilisation des vaccins, comme si on donnait une information à un moment donné où ça n'est pas opportun. Mais ça demanderait tout un développement. Mais c'est quand même un moment d'en parler parce qu'on nous bassine avec les vaccins anti-Covid, anti-cancer du col. C'est un vrai problème de société. Hein. Pensez bien à y réfléchir. Et donc ça, c'est le turquoise, sinus thyroïde, communication. Mettre la bonne distance entre soi et l'autre pour communiquer tout en préservant notre intégrité. Et puis, on passe au cyan. Le cyan, c'est la gorge. Nous allons expérimenter l'expression de ce que nous sommes en toute authenticité, par des paroles, des actes, mais aussi toute expression artistique ou artisanale. Et puis avec l'indigo qui est au niveau de la face, on va expérimenter des organes des sens dans la mesure où ils font sens. Avec le rouge, on nous apprend la sensorialité, à toucher, à voir, à entendre, à percevoir. Avec l'orange, on apprend la sensualité. Et avec l'indigo, on apprend à vivre des expériences qui font sens avec tous les organes des sens, y compris l'intuition. Avec le bleu foncé, on va intégrer les expériences dans la conscience. Ces expériences vont nous aider à devenir de plus en plus conscients de ce que nous sommes vraiment, une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Ça, c'est le cerveau, en fait, qui gère tout ça. Et avec le violet, on va expérimenter la reliance qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire, nous nourrissons des énergies de l'univers par ce chakra-là, et nous enrichissons cet univers de nos expériences d'incarnation d'amour. Pensez à ça.
c'est que tout ce que nous vivons enrichit l'univers. Et avec le magenta qui n'est pas dans l'arc-en-ciel, qui n'est pas dans le corps, nous faisons le lien entre toutes les couleurs. C'est une couleur qui fait l'harmonie, qui fait l'unité et qui est une couleur de passage. Eh bien, toute notre vie, nous allons faire cette traversée des couleurs. Et toutes les étapes de notre vie vont faire cette traversée des couleurs, que ce soit l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, le travail, enfin, toutes nos expériences vont vivre cette traversée des couleurs. Au niveau de la symbolique, c'est très pertinent. C'est d'autant plus pertinent que la notion d'hologramme existe aussi pour la symbolique des couleurs. C'est-à-dire que chaque couleur est éclairée par toutes les couleurs. Par exemple, si j'éclaire le orange par toutes les couleurs, le orange est éclairé par l'écarlate, la sexualité, on la vit avec notre corps. Un corps d'homme, c'est un corps d'homme, un corps de femme, c'est un corps de femme. Même si aujourd'hui, on essaie de faire croire aux jeunes qu'ils peuvent devenir un homme s'ils sont une femme et une femme s'ils peuvent devenir un homme, ça aussi, c'est un autre scandale. Je ne vais pas développer ici, mais quand même, j'en profite pour en parler. Hein. Donc, c'est le, le orange, le rouge éclaire la sexualité parce qu'il y a beaucoup de croyances derrière ça, c'est une notion de croyance, et il y a la notion de culture et la notion de plaisir, la notion de, non, le rouge, la notion de sécurité. Le orange va éclairer le rouge parce que la sexualité se vit normalement dans le plaisir, dans la fête, dans l'enthousiasme, le jaune, parce qu'il va bien falloir trier dans nos expériences sexuelles ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. Le citron, parce qu'une bonne sexualité doit nous construire, doit nous structurer. Le vert, parce que la sexualité doit se vivre dans la reconnaissance de l'autre, dans l'amour, jusqu'à l'amour inconditionnel. Le turquoise, parce qu'il faut apprendre à mettre la bonne distance entre soi et l'autre pour vivre une sexualité équilibrée. C'est pas et cocotte, c'est l'heure, tu passes à la casserole, comme c'était dans des générations précédentes. Hein. Le cyan, la sexualité devrait être un lieu dans l'indigo. Tous nos organes naissants devraient participer à notre sexualité, l'odeur, le toucher, le goût, etc., la vue. Le bleu foncé, la sexualité devrait nous aider à être de plus en plus conscients. Et enfin, là c'est le tantra, la sexualité devrait nous ouvrir à des dimensions supérieures. Voilà, là je crois que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur la couleur. On va pouvoir laisser la place aux questions. Dominique, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée. Hein? C'est une excellente idée. Voilà, allez, à vous de jouer. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre micro et de poser la première question. Comme c'est toujours difficile de poser la première question, on va passer directement à la deuxième. Il faut dire que je vous en ai envoyé quand même pas mal. Ah, on a une question de Dominique. Oui, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. C'est vraiment très, très intéressant. Les anecdotes sont vraiment bien trouvées. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment un privilège de vous écouter ce soir. Je me suis formée chez Lise Bourbeau et je suis professeure de yoga. Donc, les couleurs me parlent beaucoup. Et alors, du coup, ici, j'ai été assez étonnée, effectivement, de la puissance des couleurs, parce que c'est vrai que quand on analyse les chakras, on associe toujours un son avec une couleur, mais je ne savais pas que les couleurs en tant que telles pouvaient autant aider. Euh, et donc, oui, je trouve ça très intéressant. Et alors, surtout, ce qui m'a qui m'a perturbée, c'était en fait la menace de l'éclairage moderne, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus en quoi certains LED sont toxiques et quoi faire peut-être vis-à-vis aussi de l'ordinateur pour se protéger du coup des mauvaises couleurs? Alors, c'est difficile à évaluer parce que les fabricants ne donnent pas forcément les bandes passantes de leur lumière. Mais les premières LED blanches étaient faites avec du bleu et du jaune superposés. Ce sont deux couleurs complémentaires. En couleur lumière, ça donne du blanc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nombreux phares de voitures sont éblouissants. Pourquoi? Parce que le bleu et le jaune ne se neutralisent pas. Et la couleur bleue vient agresser, ce que je disais tout à l'heure, la partie bleue des cellules de l'œil. Et là, il y a une parade pour ceux qui conduisent beaucoup la nuit, pour éviter ça, c'est de mettre des lunettes de couleur jaune. C'est curieux de mettre comme des lunettes de soleil jaunes pour conduire la nuit, mais ça, c'est une parade. Alors, maintenant, ils font des LED
des lampes à LED qui sont difficiles. Ils ne mettent pas la bande passante, mais qui sont normalement tricolores. Mais comment elles sont tricolores? Tant qu'on ne sait pas si la lumière bleue n'est pas trop dominante, parce qu'il y a la raie bleue du mercure qui est dans beaucoup de lampes, elle n'est pas dans la nature en fait, elle n'est pas dans le soleil. Donc notre œil n'est pas habitué à ça. Donc elle va venir agresser cet œil. Et là, on n'arrive pas à savoir ce que font les fabricants. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai testé sur les LED, sur les enveloppes énergétiques. C'est-à-dire quand on utilise une LED, si la LED est bonne, l'enveloppe, elle ne va pas se rétrécir. Si elle n'est pas bonne, elle se rétrécit. Ça, c'est pour les LED. Ce n'est pas si simple que ça, hein, parce que, encore une fois, on n'a pas les bandes passantes chez les fabricants, ou en tout cas, pas chez tous. Y compris les lampes qui permettent de faire de la luminothérapie en lumière blanche. Je pense que ces lampes-là sont souvent efficaces si on ferme les yeux. Faire attention. Bon, après, vous avez les lampes à économie d'énergie, les fluos. Les fluos, c'est le même problème. Il y a une dominante de bleu qui n'est pas dans la lumière du soleil et qui vient agresser nos yeux. Et les gens qui sont tout le temps dans ces lumières fluo, ils sont très fatigués le soir. Et là, je n'ai pas tellement de parade, hein. Pour les ordinateurs, on a une parade aussi. Ceux qui sont beaucoup sur ordinateur, parce que là aussi, il y a beaucoup de dominantes de bleu, ils peuvent regarder l'ordinateur avec des couleurs orange ou jaune, avec des lunettes orange ou jaune. Ça atténue beaucoup. Si vous êtes beaucoup sur ordinateur, mais il ne faut pas prendre non plus n'importe quel orange et n'importe quel jaune. Il faut prendre des longueurs d'onde qui correspondent aussi à ce qui neutralise le rayonnement des écrans. C'est un vrai problème. Parce que nous, les lampes qu'on a faites, en fait, c'est des lampes qui sont super, mais qui ne peuvent pas faire un éclairage dans une maison parce que c'est un investissement qui est pour l'instant trop lourd. On ne passe pas encore à la chinoise où on pourrait en faire des milliers et puis diminuer les tarifs. Donc, on les utilise surtout pour faire des équilibrages, en fait, pour essayer de pallier à un certain nombre d'inconvénients. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que, chérie, Oui, bien sûr, merci. C'est vrai que c'est intéressant devant l'ordinateur de savoir. Il y a toutes sortes de logiciels aujourd'hui qui permettent des changements d'éclairage après une certaine heure, mais bon, est-ce que c'est suffisant ou pas parce que porter des Si un lunettes. jour vous apprenez à sentir les enveloppes, vous vous mettez devant votre ordinateur et puis vous voyez si l'enveloppe elle se rétrécit. Et nous, on Ah oui, corrige aussi les effets des champs avec des images avec des hexagrammes comme ça ou des choses encore plus, enfin, d'autres systèmes avec des formes d'ondes liées à la géométrie sacrée. On arrive à corriger la partie vibratoire, mais la partie lumière, c'est plutôt les lunettes. d'accord. Et ça s'achète où ce genre de lunettes Nous, je sais qu'au centre, qui est maintenant le centre du Jaunet, qui était le centre de la Chrysalide, on en a. Mais après ça, vous pouvez aussi aller voir sur Internet, vous allez peut-être en C'est trouver. ça. En tout cas, ça fonctionne parce qu'il y a tout parfois un marketing là derrière, mais ça fonctionne. Si Ah oui, c'est ça des fonctionne. En lunettes de tout cas, nous, celles qualité. qu'on a, moi, j'utilise assez souvent. Bon, je suis un peu moins D'accord. aiguille maintenant, mais en conduisant, je Mhm. mets assez facilement les lunettes jaunes. Et puis, Oui. sur l'ordinateur, j'y suis pas tant que ça. Donc, Mhm. je suis pas. Mais j'en ai une paire, là. J'en ai une paire quelque part. Elle est toujours prête à prendre, mais je la vois pas, là. Elle est à côté de l'ordinateur, mais je la vois pas. Comme quoi, je l'utilise pas si souvent. Merci bien. Éventuellement, oui. Autre question? Voilà, je les ai trouvés. C'est sûr que vous parlez comme ça, c'est plus. Ah bah j'ai perdu un œil. Ah, elles ont dû tomber. Enfin voilà le genre de lunettes qu'on peut avoir. Bon, je ferai ça plus tard. Vous avez une autre question? Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses de dites et que c'est un peu Vous, compliqué d'y revenir. vous pouvez poser votre question sur le chat aussi, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs parmi vous qui ont déjà écouté mon discours, en fait, hein. Je l'ai présenté un petit peu autrement, là, mais c'est quand même, les bases, c'est toujours un peu les mêmes. Je vois qu'il y a Marie-Claire qui est là aussi, que je connais aussi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne aussi, là. C'est Jean-Yves, c'est ça? Non? C'est ça? C'est Élie Binet, non? Ou c'est Ricri 85? Il s'entraîne avec un modulor. Bon, bah écoutez, vous êtes peut-être fatigué aussi. Où peut-on se former et acheter un modulor? Alors,
Les modulors, vous pouvez les commander soit à la Chrysalide, soit il y a une boutique en ligne, soit au centre du Jaunet. De toute façon, ça passe par les mêmes circuits. Et les stages, ben, nous, on en a régulièrement au centre du Jaunet, dont un ce week-end. Et puis là, il y aura l'atelier de Dominique Carès le 17-18 février, dans son coin là-bas. Il faut qu'il nous explique où. Alors, l'atelier se trouve à Redon. Redon est situé à proximité de Rennes, Nantes, Vannes, Saint-Saint-Nazaire. Et il a lieu dans le centre-ville. Au revoir, Sandrine. Et les horaires sont de 9h à 17h30. Ah, merci pour votre présentation. Que pensez-vous de l'influence des couleurs dans nos maisons? Bah, alors, nous, on a une règle de base, on a une phrase de base, c'est fait comme tu le sens. Et les couleurs dans les maisons, c'est important. Il y a quelques notions à retenir. Dans une pièce commune, il faut des couleurs variées et plutôt des couleurs chaudes quand c'est l'endroit où on vit. Les couleurs chaudes, c'est quand vous prenez l'hexagramme. Si vous prenez l'hexagramme, ce sont les couleurs qui sont ici. Les couleurs chaudes. Hop, hop. Voilà, si je prends l'axe, voilà, ce sont ces couleurs-là, là, rouge, orange, jaune, etc. Hein. Les couleurs froides, ce sont celles qui sont de l'autre côté. Le vert et le magenta, c'est des couleurs qui sont censées être neutres. Donc, vert, magenta et toutes les couleurs rouge, orange, jaune, etc., c'est plutôt pour les pièces à vivre. Dans les pièces où on dort, il vaut mieux mettre des couleurs froides, c'est-à-dire bleu, turquoise, cyan, etc. Hein. Mais de toute façon, dans toutes les pièces, il faut toujours mettre un petit peu de la complémentaire. C'est-à-dire, si vous peignez une pièce en bleu, ou en grande partie bleu, mettez du jaune ou du orange, ça dépend du bleu. Hein. Dans une chambre d'enfant, par exemple, mettez l'indigo et du orange, par exemple, parce que l'indigo, ça va les calmer, et le orange, c'est sa couleur pour les enfants. Vous pouvez faire ça. Donc, mettez toujours un peu de la complémentaire, soit sous forme d'un tableau, sous forme d'un tapis, sous forme de tissu, sous forme de... Il faut toujours avoir un peu de la complémentaire. Pour info, les couleurs complémentaires sur l'hexagramme sont en opposition. Le vert est complémentaire du magenta, le jaune est complémentaire du bleu, le rouge est complémentaire du cyan. Et puis toutes les couleurs intermédiaires. Hein. L'indigo, c'est le turquoise, etc. Non, l'écarlate, c'est le turquoise. C'est moi qui. Dominique, une question sur le chat. Bonsoir, j'ai été très intéressé par l'holopsonie. J'avais écouté la conférence de conversation papillon. Quelle couleur pourrait apaiser une douleur hormonale temporaire au sein gauche? Ah. Quelle couleur pourrait traiter une couleur hormonale? Quelle couleur pourrait apaiser une douleur hormonale temporaire au sein gauche? Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Le plus simple, c'est souvent une douleur hormonale, ça dépend si c'est des hormones ovariennes, ou si c'est des hormones thyroïdiennes, mais sinon, la règle de base, c'est on regarde quelle couleur on préfère, par exemple sur les 12 couleurs, et puis on va utiliser la couleur que l'on préfère, ou la complémentaire de celle que l'on n'aime pas. Ça, c'est le plus simple. Hein. Quel que soit le problème, et si c'est un problème hormonal, ben, normalement, l'envie qu'on a d'une couleur va correspondre au problème. Vous voyez bien la nuance, on ne va jamais traiter un symptôme en tant que tel. C'est clair? Ça, c'est difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre qu'on peut traiter les gens sans traiter leurs symptômes. Et c'est eux qui s'occupent de leurs symptômes. Alors, quand on connaît les règles de base avec les enveloppes énergétiques, les filtres, voire les appareils, on peut être extrêmement précis. Mais tant que vous n'avez pas fait un minimum de stage, faites au moins ça. Vous regardez quel type de couleur vous aimez bien et vous utilisez ces couleurs-là. Par exemple, les problèmes d'ovaire, c'est très probable que vous ayez envie de rouge ou au contraire que vous rejetiez le rouge. Si vous rejetez le rouge, vous pouvez mettre du cyan.
Si c'est des règles qui sont irrégulières, qui sont trop fréquentes, ou ça risque d'être un manque d'hormones, il est possible que ce soit plutôt le rouge que vous préférez. Mais les ovaires, c'est souvent lié, si c'est ces hormones-là, c'est souvent lié à la sexualité ou à la maternité. Donc le rouge, c'est souvent ce qui est indiqué, rouge ou orange, ou la complémentaire. Toujours le goût que l'on a des couleurs. Encore une fois, c'est le plus difficile à faire passer comme message. Est-ce que vous avez des formations dans le sud de la France? On a des formations sur Lyon. Et il y en aura peut-être un petit peu sur Marseille, mais ce n'est pas encore décidé. Je pense que ça se décidera d'ici dans le trimestre qui vient. Parce que je vais aller faire une intervention à Marseille probablement au mois d'avril, là. Mais sur Lyon, c'est Karine Guillet qui prend le relais, qui d'ailleurs vient aussi en faire en Vendée maintenant, parce que moi, je prends un petit peu de champ, je forme plutôt les formateurs maintenant. Et Karine Guillet fait un excellent travail sur Lyon. Et ici, elle a vraiment fait tout le... Enfin bref, elle est très bien. J'ai une question. Dominique, tu m'entends? Oui, très bien. Je crois comprendre que les tests sont faits avec des couleurs matière et le traitement se fait avec des couleurs lumière. Alors, j'essaie d'y comprendre pour savoir ce qui... Alors, en fait, une couleur matière, dans sa projection, ça devient une couleur lumière. Quand tu regardes une couleur, toi, ce que Ah tu bah vois, oui. c'est des lumières. C'est surtout dans la symbolique que ça joue un rôle. Est-ce que ça t'éclaire un peu? Oui, ça m'éclaire. C'est parce que tu as fait une distinction entre les couleurs matière et les couleurs lumière Pour la symbolique. que que ça m'amène cette question, en Parce fait. que tu vois, non, mais ta question est pertinente, absolument. Regarde ces dessins-là, là. Hein. Ça, ce sont des papiers en couleur. La couleur, c'est un complémentaire autour et un hexagramme au milieu. On est dans du papier, donc on est dans de la couleur matière. Mais quand on les utilise, on peut les utiliser pour traiter. En fait, le rayonnement, c'est une couleur lumière. Voilà. Mais la Merci. question est pertinente. Tu sais que j'ai mis beaucoup de temps à faire la différence entre la symbolique couleur lumière et la symbolique couleur matière. Parce que même Jean-Michel Valls, il n'était pas clair sur le sujet. Alors, j'ai pas cité beaucoup de choses, hein. C'est le travail avec Jean-Michel Valls, avec Gadielli. Enfin bon, c'est tout un cheminement à la chromothérapie. Déjà, j'ai parlé longtemps. Je n'ai pas parlé non plus de William Berton, qui nous a aussi un petit peu éclairé. Enfin, voilà. Il y a d'autres questions? Eh bien, nous allons vivement te remercier de nous avoir offert cette conférence. Moi, c'était un plaisir. J'aime bien faire ça. J'aime bien transmettre tout ça. C'est quand même 40 ans d'expérience, hein. Et là, maintenant, c'est ma mission, je trouve, de transmettre. Je vous remercie aussi d'être. Et puis, vous pourrez retrouver, tu vas le remettre sur. C'est enregistré, donc on pourra Oui, le oui, retrouver. c'est enregistré là. Parfait.